Bien, je vous propose de démarrer donc cette dernière séquence qui va être la remise de 2 trophées donc de meilleure recherche en protection de l'enfance. Donc juste un petit peu d'histoire. Depuis 3 ans, nous primons chaque année de soit un travail, soit plusieurs. Cette année, c'est 2. Donc ça peut être des thèses, ça peut être des mémoires, ça peut être des personnes effectivement qui sont en école de travail social ou des universitaires. En tout cas, des travaux qui nous paraissent importants de mettre en avant. Il y a 3 ans, dans les travaux qu'on avait primés, il y avait Julie Chapeau, qui est aujourd'hui effectivement une universitaire qui est reconnue dans notre secteur. L'année dernière, le docteur Falilouba, on s'en rappelle, où il y avait eu beaucoup d'émotions, puisqu'on l'avait primé sur le confiage, hein, donc c'était docteur Falilouba et de Dakar, et il nous avait expliqué les enfants confiés notamment dans les écoles coraniques et toute la mendicité, les enfants talibés, donc il y avait eu beaucoup d'émotions. Cette année, donc, le premier prix, c'est une thèse préparée dans le cadre d'une recherche coopérative entre l'université de Rennes, alors c'est la Bretagne, je sens que les clowns vont reprendre ça demain, de Rennes 2, d'Ascoria, l'école de travail social de Bretagne et les PEP 29 du Finistère. Je vous demande d'applaudir François Saurin. Voilà, François Saurin va nous présenter en une dizaine de minutes ses travaux. Et puis, on appellera tout à l'heure la deuxième personne, même système, et après on procédera à la remise des récompenses. Voilà. Bon, bah merci. C'est mon premier prix. C'est toujours voilà, c'est un moment intéressant. Je me plie aux remerciements d'usage. Je mettrai rapidement pour avoir le temps de vous parler un peu de mon travail. Merci au CNAVMO de me laisser l'occasion de contribuer à ce sujet du numérique dans le champ de la protection de l'enfance qui m'occupe depuis un moment. Merci à Pascal d'encadrer ma thèse. Aussi merci pour le soin qu'il met à travailler avec les écoles en travail social et puis pour accompagner vers le doctorat des parcours atypiques comme le mien, mais pas que. Merci au PEP 29 des Bretons qui ont travaillé avec moi sur la recherche-action dont je vais vous dire un mot. Éducateur spécialisé, psychologue, chef de service et agent administratif. Merci donc à tous ces gens-là. Donc je vous présente rapidement ce travail qui s'inscrit dans le cadre d'une thèse. Hop, je me saisis du dispositif. Alors ça doit être comme ça, simplement, voilà. Donc une recherche doctorale en cours, sous la direction de Pascal Plantard, que vous avez entendu hier. Le travail que je fais porte donc sur les pratiques et les usages numériques des professionnels du travail social. Je cherche en fait en situant mon observation sur les terrains de pratique, dans les collectifs de travail constitués, les équipes, à appréhender la manière dont se constituent les usages numériques au sein de ces équipes, c'est-à-dire qu'est-ce que les professionnels finissent par faire et ne pas faire, ou faire à moitié, usage, non-usage, usage limité des technologies. Et je cherche à appréhender cette question à travers les épreuves de professionnalité que ces professionnels peuvent rencontrer. J'emprunte cette notion à Ravon et Vidal-Naquet et pour désigner finalement les situations d'incertitude, les situations dans lesquelles les professionnels peuvent être perplexes face à des situations dans lesquelles ils ont du mal à discerner ce qu'il convient de faire au juste. Et l'introduction d'un logiciel, d'un progiciel, la confrontation à des pratiques numériques qu'ils ne comprennent pas, qui les dépassent, venant par exemple d'un usager, ou encore être confronté à une demande d'aide administrative sur une plateforme d'un organisme social qu'on ne maîtrise pas. Voilà autant d'exemples de situations qui peuvent plonger les équipes dans des situations d'incertitude. Voilà. Faire ça, ça implique de considérer la diversité des pratiques numériques des professionnels.
Et ces pratiques, elles sont en fait, la techno est présente, ça a été rappelé ce matin par Vincent Meyer. Les questions liées par exemple à l'informatique sont des questions qui ont cours dans le champ du travail social depuis avant les années 2000. Et aujourd'hui, lorsqu'on interroge ce que font les professionnels avec des équipements numériques, on trouve bien ces pratiques informatiques qui peuvent par exemple s'incarner dans l'utilisation d'un progiciel et toutes les questions que ça peut poser en termes de conception de ce dispositif, d'acceptation, d'utilité de ce type de dispositif. Mais les pratiques numériques, c'est aussi des pratiques informationnelles, c'est-à-dire on se sert du numérique pour aller chercher de l'info en situation d'accompagnement ou en dehors de la présence de l'usager. Un débat vraiment intéressant auquel j'ai assisté dans le champ de la protection de l'enfance, c'est qu'est-ce qu'on fait des informations qu'on trouve sur les réseaux sociaux concernant les gens qu'on accompagne? À quelles conditions faut-il ou pas intégrer ces informations dans, par exemple, l'évaluation d'une situation d'un jeune ou d'une famille? Est-ce que c'est sur Internet, donc c'est accessible, donc est-ce que c'est public? Est-ce que ça rentre dans notre champ d'observation? Les technos, c'est aussi des pratiques médiatisées, des outils, des supports, et ça, c'est quand même vieux comme l'éducation spécialisée. Il me semble que de se doter de supports pour agir, pour intervenir, et effectivement, les smartphones, comme avant les caméras vidéo, les appareils photo, les consoles de jeux, les télévisions, sont présents sur les terrains de pratique et composent des pratiques des professionnels. Enfin, des pratiques de médiation, et c'est peut-être là que se situe l'originalité du moment numérique qu'on est en train de vivre. Je vais en dire un mot tout à l'heure. Des pratiques de médiation, c'est-à-dire des situations dans lesquelles le numérique n'est pas que le support, mais il devient un peu l'objet de l'accompagnement ou de l'intervention, c'est-à-dire on va chercher à accompagner, enrichir ou réguler les pratiques numériques des personnes qu'on accompagne, enfants ou adultes. Proposer une heure de limitation sur le smartphone, vous imaginez bien que ces questions de les téléphones portables sur les lieux d'accueil, comme les MEX par exemple, font beaucoup débat. Comment faire quelles règles poser par rapport à l'utilisation de ces smartphones? Mais ça peut être aussi accompagner une démarche administrative en ligne. Voilà. Pratique informatique, pratique informationnelle, pratique médiatisée, pratique de médiation. En fait, le numérique renvoie à tout ça en même temps. Et une des difficultés, à mon sens, un des motifs de l'épreuve de professionnalité, c'est que parfois, lorsqu'on met en délibération ces questions numériques, eh ben on se retrouve, sur le temps qu'on a, à avoir à parler en même temps de comment sont conçus les logiciels qu'on utilise, à quoi ça sert, où s'en vont les données, enfin toutes ces choses extrêmement importantes, qui ont une histoire, sur laquelle on est fondé à s'exprimer. Et en même temps, il faudrait parler de comment je fais pour accompagner un jeune à l'utilisation des réseaux sociaux. Et donc un point qui me paraît saillant, c'est que la manière dont on peut respécifier les questions qu'on pose autour du numérique m'apparaît vraiment important. Respécifier, c'est-à-dire de quoi on va parler, au-delà du numérique, qui est un mot qui attrape en fin de compte plein de choses, et qui peut faire écran à, en fin de compte, des questions professionnelles qui mériteraient chacune qu'on s'y intéresse pour de vrai. Alors, je fais l'hypothèse que le champ du travail social vit un moment numérique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est un moment où s'additionnent les colloques de ce type, en tout cas sur cette thématique, les réseaux professionnels, les collectivités locales, notamment les départements, organisent depuis, on va dire, une période de 5-6 ans, là, chacune à leur tour, des raouts ou des temps de réflexion partagés autour de la question numérique. Et c'est important de noter, comme l'a fait encore une fois Vincent Meyer et Pascal aussi, que c'est pas la première fois que le champ du travail social se coltine ces questions. Informatique et travail social dès les années 70, technologie de l'information et de la communication et travail social dans les années 2000, et on hérite, le champ du travail social hérite de
de ces questionnements et de la manière dont les choses ont été formulées. Et c'est tout à fait important de saisir cette dimension historique de la question technique dans le champ du travail social. Ce qui est spécifique, c'est que le moment numérique, à mon sens, se caractérise par une chose assez nette, il me semble, c'est que les professionnels, et à travers eux le champ du travail social, sont aujourd'hui aussi interpellés directement par les personnes concernées. Il ne s'agit plus de se poser la question de quel outil, quel environnement informatique ou socio-technique dans les environnements de travail, mais là, les interpellations viennent des personnes elles-mêmes qui importent, en fait, dans leurs relations et dans les lieux d'accueil et d'hébergement, leurs propres besoins, demandes, pratiques numériques qui peuvent questionner les professionnels. La meilleure preuve de ça, c'est comment le principal motif du moment numérique, c'est la dématérialisation, c'est-à-dire les difficultés vécues par les personnes dans la relation aux administrations qui se rapportent en direction des professionnels sous forme de demande d'aide numérique. Et ça a été vraiment, cette histoire de la démat, un puissant levier de retour de la question technique autour du numérique. Alors il y en a eu d'autres, hein, Didier Dubas qui a évoqué aussi les travaux dans le champ de la protection de l'enfance. On peut dire que dans le cadre du placement, un des leviers de l'interrogation autour du numérique chez les professionnels, ça a été ces pratiques effectivement de communication intrafamiliale qui pouvaient venir mettre à mal le cadre fixé par le juge en matière de droit de visite et d'hébergement, par exemple. Donc voilà le cadre dans lequel j'inscris ma recherche, et pour faire ce travail, eh bien, je bénéficie d'un terrain, qui est un terrain professionnel, une association qui a accepté de monter avec moi une recherche-action portant sur les usages numériques dans le champ de la protection de l'enfance. Donc j'ai travaillé depuis presque un an, et c'est pas fini puisque le confinement a un peu décalé nos affaires, avec un certain nombre de professionnels qui travaillent dans des services en milieu ouvert et aussi une MEX. Donc la commande institutionnelle, ces professionnels, quand je les rencontre, ils sont confrontés à une commande, il faut qu'ils se forment au numérique, il faut y aller, hein, c'est un peu l'injonction qui est assez courante dans le moment numérique qu'on vit, hein, il faut que vous y alliez, quoi. Allez, il faut s'en occuper. Et finalement, je n'ai pas le temps d'exposer en détail la méthodologie, mais il s'agit de, collectivement, collaborativement, faire émerger une question qui leur semblait plus intéressante, et à moi aussi, qui était en quoi les professionnels de la protection de l'enfance, finalement, en quoi on est concerné par les pratiques numériques des jeunes et des familles accompagnées. Donc, vous voyez, là, dans ce que je vais vous dire à partir de maintenant, et j'en ai presque fini, la focale se porte sur les motifs d'intérêt des professionnels de la protection de l'enfance en direction des pratiques des jeunes et des familles qu'ils accompagnent. Pourquoi est-ce qu'on aurait à s'intéresser à ces questions-là? Et alors, évidemment, en 10 minutes, je n'ai pas le temps de vous présenter toutes les analyses qui sont issues de ce travail, mais j'ai choisi, de manière assez brève, et puis pour ne pas vous assommer en fin de journée, même si je pensais que j'allais vous dire ça à midi, j'ai choisi de présenter comment s'est stabilisé autour du groupe de recherche-action et appuyer sur les feedbacks que j'ai pu leur faire, issus de mes observations. Finalement, il me semblait qu'il y a 3 motifs existants, plus ou moins présents en fonction des professionnels, 3 motifs de prise en compte des pratiques numériques des jeunes et des familles. Le premier, ça a été, et c'est celui qui surgit tout de suite dès qu'on parle de ces questions, c'est la question des risques, les dangers d'Internet. Souvent, les jeunes se mettent en danger sur Internet, et effectivement, on observe assez vite que, puisque globalement, les professionnels ne s'intéressent pas aux pratiques numériques des jeunes, ou rarement, forcément, lorsqu'ils en ont connaissance, c'est sur le mode de l'alerte, il y a un problème, on s'en occupe quand il y a un problème, et forcément, on a l'impression que les difficultés surgissent, et que, du coup, le numérique est synonyme, évidemment, de danger. Sans compter que les professionnels ne sont pas toujours formés, ou n'ont pas toujours la connaissance
des recours ou les manières dont on peut accompagner lorsque les difficultés surgissent. À titre d'exemple, aucun des professionnels avec qui j'ai commencé à travailler ne connaissait le rôle que peut, par exemple, jouer la CNIL dans l'effacement d'une photo compromettante sur Internet. Donc, il y a ces questions-là. Et puis, la question du risque, elle est aussi très liée à, en fait, à une forte méconnaissance de ce qui se joue réellement dans les pratiques numériques juvéniles. Et là, je ne développe pas, mais je souscrivais complètement aux propos de Monsieur Lachance, qu'on a entendu hier, lorsqu'il parle de l'intérêt qu'il y a à déconstruire ses propres représentations, voilà, de ne pas projeter ses propres représentations du numérique dans l'autre, et que finalement, s'intéresser aux pratiques numériques d'un jeune, de ce qu'il vit réellement sur Internet, ça suppose de ne pas partir du principe qu'on sait déjà ce qui s'y passe, mais d'être quelque part dans une forme de pratique prudente et peut-être prudentielle. Donc le premier motif, c'est celui du risque, et là, on peut ouvrir le débat. La question du risque, c'est aussi peut-être pas que la question des jeunes qui font n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est que ces logiciels ou ces services qu'ils utilisent, en quoi, par exemple, la captation des données sont-ils un risque pour ces jeunes, et en quoi les professionnels auraient peut-être à agir ou à s'intéresser aussi à cette dimension-là. Les risques dans la pratique numérique ne sont pas forcément du côté des usagers, mais aussi, et on l'a bien entendu pendant 2 jours, du côté des dispositifs. Et là, il y a, dans le groupe que j'ai accompagné, une vraie prise de conscience, tiens, mais on ne se préoccupe finalement assez peu de ça. Il me reste combien de temps, s'il vous plaît? J'ai fini? Le temps est largement dépassé. Ah, d'accord. Deuxième chose, et je finirai là-dessus, la capacité des personnes à répondre aux exigences numériques, c'est une vraie préoccupation pour les professionnels, c'est-à-dire aujourd'hui, la vie sociale, la vie professionnelle fait, et même l'accès aux droits, met les gens en situation d'être confrontés, on dit au numérique, mais en fait, la proposition, c'est plutôt de dire qu'est-ce que les administrations ou l'école demandent aux jeunes et aux familles de faire. Et on pense souvent à ces questions-là en termes d'incapacité. Les gens ne sont pas capables de faire ce qu'on leur demande, mais on pourrait aussi réfléchir qu'est-ce qui les met en incapacité, à quel type d'exigences auxquelles ils ne peuvent pas répondre, ils sont confrontés. Et là, il y a un vrai aussi enjeu dans le champ de la protection de l'enfance, notamment en termes de sortie des dispositifs et de progression vers l'autonomie. Le dernier point, qui est un motif d'intérêt des pratiques, c'est la question des pratiques numériques capacitantes, au sens où, en quoi le numérique peut être potentiellement un levier pour accéder au savoir, aux œuvres culturelles, etc. etc. Je n'ai pas le temps de développer. Je vous remercie de votre attention. J'ai déjà pris un peu plus de temps que prévu. Et encore merci. Alors je sais que c'est pas facile de présenter une thèse en 10 minutes, mais en tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à primer votre thèse. Et je voudrais qu'on l'applaudisse encore une fois. Donc sur le premier prix pour monsieur François Sorin. Un grand merci. Allez-y, installez-vous là-bas. C'est pas des enfants qu'on cassait. Hein. Alors, pour le deuxième prix, ça n'a rien à voir avec le numérique. C'est un mémoire de Master 2 MOS, Gestion et fluctuation des situations de l'activité. On s'est dit que c'était une actualité qui était importante pour nous. Et on va appeler quelqu'un qu'on connaît bien au CNEMO, Maric Romain. Vous pouvez l'encourager. Alors Maric, la même chose, une dizaine de minutes. Pas de problème. Je vais m'y tenir. Voilà, donc gestion de la fluctuation d'activité, amélioration de l'offre de services en milieu ouvert en protection de l'enfance. Hein, je vous vends du rêve là. Alors je vais essayer d'introduire ça un petit peu autrement. Qui n'a jamais eu l'impression de ne pas pouvoir faire correctement son travail parce qu'il n'a pas la latitude d'approfondir l'intervention dans certaines situations parce qu'il y a trop de mesures à suivre, ou qui n'a jamais été inquiet pour des enfants qui sont sur liste d'attente depuis trop longtemps, ou qui n'a jamais été tiraillé quand il faut intervenir massivement dans une situation en urgence au détriment d'autres situations qu'on laisse de côté. Là, ça vous parle peut-être un petit peu plus. Et donc,
Ces questions-là, c'est des effets de la fluctuation d'activité. Donc la fluctuation d'activité, c'est quoi? C'est une variation du nombre d'entrées de mesures éducatives dans un service en milieu ouvert qui génère des périodes de pic d'activité, de surcharge d'activité. Alors moi, dans ma recherche, alors comment dire ça, mon PowerPoint est très minimaliste. Moi, je n'ai pas surchargé de données. Ça va être synthétique. Donc le but de ma recherche, c'était d'essayer de comprendre ces fluctuations. Est-ce qu'on peut les caractériser? Est-ce qu'on peut les expliquer, les repérer? Et analyser les réponses des services face à ces pics d'activité. Notamment, mon étude s'est basée sur les services qui mettent en place des listes d'attente ou des dispositifs d'entrée de mesure. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des équipes qui prennent en charge des entrées, des mesures en attendant que la place se libère auprès de l'équipe qui exerce de l'AMO et de l'AED. Et je me suis aussi intéressée aux services qui augmentent simplement le nombre de mesures par travailleur social, ce qui peut aussi avoir un intérêt, même si a priori ça paraît un peu compliqué. Voilà, et ce qui m'intéressait, c'est de voir un peu les enjeux de chaque réponse, aussi bien par rapport au service que par rapport à l'enfant, que par rapport au dispositif de protection de l'enfance en général. Alors en termes de méthodologie, très rapidement, j'ai fait une recherche qualitative dans des services associatifs dans 7 départements et je me suis centrée sur l'AMO et l'AED. Mais ce qui est vraiment important, c'est que j'ai essayé de faire le focus sur les services qui font un peu état de suractivité conjoncturelle et pas structurelle. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a de la suractivité permanente, quand le service déborde, on peut faire toutes les recherches qu'on veut, il y a un principe de réalité, il faut de l'argent, quoi, il faut des moyens. Donc je me suis centrée vraiment sur les services qui vivent ces variations-là. Alors le résultat principal, il y en a plein, mais j'aimerais vraiment revenir là-dessus pendant ma présentation. C'est la question de la saisonnalité de la fluctuation et l'effet système. Alors la saisonnalité, ce que je nomme saisonnalité, c'est quoi? C'est qu'on peut repérer cycliquement d'année en année des périodes qui sont toujours en suractivité, où il y a toujours un nombre, une surcharge d'entrée de mesures éducatives. C'est les périodes de juin, juillet, octobre et pas décembre, comme on pouvait l'imaginer. En fait, le mois de décembre, il n'y a pas plus d'entrée de mesures de manière systématique, mais c'est une période où il y a plus de charge de travail parce qu'il faut solliciter les mandants pour demander des ouvertures de droits pour la période de congé de Noël, par exemple. Donc là, je reviens à la période du mois de juin, et là, ce qui est intéressant, c'est l'effet système, c'est-à-dire que c'est le système de protection de l'enfance, en fait, qui produit les conditions de sa suractivité. Je vous donne 2 exemples. Ça peut être une assistante sociale scolaire qui va déclencher une mesure éducative avant son départ en congé parce qu'elle est inquiète pour un enfant. Ça va être un magistrat qui, avant sa mutation, veut clore des dossiers en souffrance et met en œuvre des mesures d'AMO ou des mesures de placement d'AMO renforcées. Et comme il n'y a pas de place, c'est des AMO en attente de placement. Donc on voit bien là que... alors déjà, je voudrais dire, je ne remets pas en cause la question de l'évaluation du danger, mais bien de la temporalité. Qu'est-ce qui fait que pendant cette période-là, il y a plus de surcharge d'activité? C'est les contingences organisationnelles, professionnelles, qui font qu'à un moment donné, on est en surcharge. Et pas forcément uniquement la question du danger. Alors la question là, c'est que si on arrive à repérer comme ça des pics d'activité chroniques, est-ce qu'on pourrait pas l'anticiper, le gérer à l'échelle de nos services? Dans un deuxième temps, donc j'ai un peu fait une analyse des réponses des services. Je vais je vais donner 2-3 caractéristiques par dispositif, à commencer par la liste d'attente. Le gros effet positif pour les services qui mettent en place une liste d'attente, mais où les travailleurs sociaux n'ont pas conscience du nombre d'enfants sur la liste d'attente, ça permet un peu de réduire la charge mentale de travail pour les travailleurs sociaux. Pas pour les cadres, mais c'est cet effet positif pour les travailleurs sociaux. Et par contre, en effet négatif, comme son nom l'indique, la liste d'attente met des enfants en attente. Madame Guédan hier disait que 30% des départements mettaient en œuvre les mesures d'AMO et d'AED après 4 mois. Donc il y a une perte de sens pour le travailleur social d'intervenir plus tard et une perte de crédibilité de l'intervention aux yeux des familles. Autre dispositif, donc c'est les dispositifs d'entrée de mesure. Vraiment l'effet positif, c'est ça rassure les mandants.
il y a quelqu'un qui intervient, il y a un service, il y a une vigilance. Donc, même si la mesure n'est pas exercée de manière totalement construite, enfin pas construite, mais aussi régulière, ça rassure. L'autre effet positif, c'est que ça permet des fois une évaluation d'entrée de mesure un peu complémentaire. Mais l'effet négatif, c'est que ça induit un morcellement de la prise en charge. Ce n'est pas le même travers social qui intervient tout le long, et ça, c'est un effet négatif qui est perçu par les familles. Ensuite, j'ai un peu réfléchi aux ajustements que les services font pendant le déroulement d'une mesure, parce que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe quand les mesures entrent et qu'il y a de la suractivité, mais aussi quels effets ça a tout le long du déroulement de la mesure, et notamment à la sortie, pour l'évaluation de danger à la sortie. Est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup d'enfants qui soient en attente, est-ce que ça, est-ce que ça favorise une demande d'arrêt un peu plus rapide de mesures pour un enfant? Moralement ou théoriquement, vous me direz non, mais dans les faits, il y a un principe de réalité, l'activité d'un service peut influer sur l'évaluation d'un danger d'un mineur. Alors voilà un peu la recherche que j'ai faite. Vraiment, le but, c'était d'essayer de comprendre un peu, de donner des éléments de lecture des différents fonctionnements et de voir un peu quels enjeux ça peut avoir par rapport à l'accompagnement d'un enfant. Alors, suite à cette recherche, en 2 minutes, j'ai un peu fait des propositions d'action au niveau du service dans lequel je travaille, à savoir l'association Arcea dans le Bas-Rhin. J'ai pas mis le plan d'action en ligne avec la recherche parce que c'est vraiment spécifique à des enjeux locaux et c'est pas un modèle qui peut être comme ça généralisable. Mais j'avais envie de revenir avec vous sur quelques principes qui peuvent éventuellement être communs ou en tout cas résonner pour vous. Je disais avant que le milieu ouvert, la fluctuation d'activité, elle fait partie du paysage du milieu ouvert. Donc, pour pouvoir la gérer et pas la subir, on ne peut pas le faire à flux tendu. Donc, pourquoi pas essayer de réfléchir un peu à un ratio variable du nombre d'enfants par travailleur social. Le fait d'avoir un peu moins d'enfants en suivi permet, dans les périodes où il y a de la suractivité, de pouvoir accueillir cette suractivité-là, sans forcément que ça impacte les mesures qui sont exercées par les travailleurs sociaux. Le deuxième principe, c'est de manière plutôt institutionnelle, c'est la place de pivot du milieu ouvert. Alors on entendait que le milieu ouvert, c'était un peu l'angle mort de la protection de l'enfance. Moi, je pense que le milieu ouvert peut avoir une position de pivot. Je m'explique, c'est que si tous les services de placement, d'AMO renforcé, d'AMO, d'AED, fonctionnent avec une liste d'attente, ça peut avoir des effets positifs à l'échelle du service, mais les enfants restent sur le carreau. Donc pourquoi est-ce que le milieu ouvert ne pourrait pas un peu mettre d'huile dans les rouages, et puis grâce à un ratio un peu variable dont je parlais avant, les services de milieu ouvert pourraient assurer les mesures d'AMO en attente de placement de manière un petit peu plus construite plutôt que subie. Et cette place de pivot, ça permettrait aussi d'avoir un peu plus de continuité, de modulation dans les mesures. Très rapidement, dans toutes les familles qu'on suit, il y a des périodes de crise, et plutôt que de renvoyer vers des dispositifs renforcés, intensifs ou de placement quand il y a une période de crise, d'avoir un petit peu plus de latitude, ça permettrait d'intervenir davantage, d'avoir plus d'étayage pendant un temps, et ensuite revenir à une fréquence un peu plus distendue ou plus normative, normée dans les familles, et ça permettrait une continuité parce que c'est le même travailleur social qui interviendrait tout le long. Mais les services d'AMO renforcés ou de placement à domicile, ou peu importe, les autres services ne sont pas caducs, ils sont complémentaires parce que du coup, on ferait appel à eux dans les moments où les problématiques se chronicisent ou sont trop complexes, ce qui fait qu'il faut une intervention intensive sur du long terme. Donc il y aurait vraiment une complémentarité qui serait, à mon sens, assez intéressante. Et dernier principe, mais ça c'est un peu plus global et c'était mon postulat de base, je pense que si on réfléchit un peu au fonctionnement des services, ce qui me paraît important, c'est de dire qu'un enfant ne doit pas souffrir de délai dans la mise en œuvre d'une mesure de protection de l'enfance, quelle qu'elle soit. On peut réfléchir à l'échelle d'un service, mais il s'agit de réfléchir de manière globale par rapport à l'enfant. Je terminerai là-dessus, mais j'ai encore un petit peu de dérision et je me permets de projeter une illustration de Pavot qui m'avait autorisé à inclure dans le mémoire pour un petit peu, un petit peu d'autodérision. Donc voilà, je finis là-dessus et je voulais vraiment remercier le CNAIMO parce que c'est une reconnaissance d'un travail qui était assez considérable.
je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont participé à la recherche, qui se sont prêtés au jeu de l'entretien, qui m'ont fourni des données quantitatives, qui ont donné de leur temps. Vraiment, merci beaucoup à vous. Et j'aimerais juste décerner ce prix à un ami, Nicolas, qui est décédé très rapidement après la recherche et qui m'a soutenu, mais qui m'a aussi beaucoup charrié en disant pourquoi tu t'embêtes, c'est trop de travail, tu devrais travailler moins, ce qui compte c'est que tu aies ton diplôme, t'embête pas. Et je lui disais si j'ai mon diplôme c'est super, mais si je peux un petit peu contribuer à la réflexion sur la protection de l'enfance, j'en serais honorée. Ce prix en est le symbole, donc Nicolas, ce prix est pour toi. Merci à vous. Alors, pour remettre le trophée à Maric, je ne crois pas que tu l'aies dit, tu es chef de service donc, dans une structure à Strasbourg, hein, dans une association. On va appeler Jean Iquet, donc, qui est membre de la commission scientifique. Il est médecin légiste. Alors, Jean, qu'est-ce que fait un médecin légiste dans une commission CNEMO? Est-ce que tu peux nous dire avant de lui remettre le prix? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, que fait un médecin légiste aux 40e assises du CNEMO? C'est une question, les premiers mois, que je me suis moi-même posée quand j'ai intégré cette commission. Je me disais, je sortais des réunions et je me disais, mais j'ai rien compris. Alors je notais les sigles à chaque fois sur des feuilles, et puis dans l'avion en rentrant, je lisais, je regardais. Et puis avec maintenant quelques années de recul, je me rends compte que le médecin légiste, donc pour la petite anecdote, moi je suis chef de service d'une unité médico-judiciaire au centre hospitalier de Pau, donc je suis venu en voisin. Cette unité médico-judiciaire, elle accueille des mineurs, des majeurs, des personnes âgées victimes de violences, et nous faisons des constatations qui sont susceptibles d'être utiles à la manifestation de la vérité. Donc nous examinons alors pour le sujet qui nous intéresse, des enfants victimes de violences, victimes de négligence, et sous la forme d'une prise en charge pluridisciplinaire avec psychologue, assistante sociale, juriste d'association d'aide aux victimes, médecin, infirmière. Nous portons une évaluation pluridisciplinaire, un regard croisé, et nous faisons des rapports donc pour les enquêtes pénales. Donc, cette compétence, c'est celle-là que l'on a sollicitée en m'invitant à participer à cette commission, et je dois dire que c'était une belle aventure professionnelle mais aussi humaine, puisque j'ai pu découvrir un environnement qui n'était pas le mien, mais qui au final a beaucoup de points communs quand même avec celui de la médecine, hein. On est là pour accueillir, pour prendre en charge, pour accompagner, pour protéger quand c'est nécessaire, et j'ai aussi eu beaucoup de plaisir à rencontrer des professionnels engagés, passionnés, passionnants. Je ne vais pas tous les citer de peur d'en oublier, mais voilà, c'était à chaque fois un plaisir de partager de participer à ces réunions. Et donc voilà, aujourd'hui c'est mes deuxièmes assises, j'en ai raté 38. J'espère que je serai là pour les prochaines. Merci de votre confiance, et puis donc je suis très honoré de remettre ce prix. Félicitations pour ce beau travail.